Le grand oral de 6 des principaux candidats à la présidentielle devant le MEDEF, c'était donc hier 6 des principaux candidats à l'élection qui se sont exprimés devant un parterre de 200 chefs d'entreprise à la Station F. Et un point commun, ils ont tous un avis sur la question du patriotisme économique et chacun à leur manière. Ils y sont tous très favorables, y compris les plus libéraux d'entre eux. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Éric Zemmour, donc Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Yannick Jadot. Est-ce que sur la question du souverainisme, eh bien, ça y est, c'est désormais tous blanc bonnet, bonnet blanc? Non, peut-être a priori, quand on écoute le retour de la thématique industrielle, le temps où l'industrie, on voulait une France sans usine et où l'industrie c'était sale, où il y avait une sorte de répartition un peu bête et méchante entre ceux qui relevaient de la haute valeur ajoutée et qui devaient rester en France, et puis tout ce qui relevait finalement du tout venant de la production, je dirais, moins qualifiée devait partir. Cette vision, ce Yalta de la mondialisation est bien sûr éteint chez à peu près tous. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils remettent tous au bout du jour l'idée de l'industrie. Eh bien, ils ne font pas exactement la même chose. Ils n'ont pas tous les mêmes idées selon leur positionnement idéologique et politique. Mais il y a quand même effectivement un cap qui a été franchi, en tout cas pour certains. Est-ce que aborder ces questions-là, c'est aussi d'une certaine manière, de masquer un petit peu la faiblesse de point de vue sur les sujets économiques pour certains? On se dit toujours, voilà, il est de bon ton de dire que maintenant il faut faire plus de Made in France, plus de réindustrialisation. Est-ce que c'est aussi parfois pour masquer un déficit de compétences sur les sujets économiques? Alors, compétence, je ne sais pas, mais effectivement, je pense qu'il serait un peu rapide de conclure à une forme de mue protectionniste ou même volontariste, puisque on s'aperçoit que quelqu'un, par exemple, comme Éric Zemmour, a cette idée très volontariste de changer la donne industrielle, mais en fait, ces remèdes consistent à rendre l'industrie plus compétitive par la baisse des impôts de production. Vous avez chez Macron, qui n'est pas candidat, mais toujours l'idée de baisser l'impôt sur les sociétés. Donc on a finalement, bien sûr, l'idée de remettre l'industrie sur le devant de la scène, mais pour la faire gagner en compétitivité, de la part de la droite et des libéraux, c'est en gros l'idée de baisser la fiscalité. Alors, la gauche, c'est un peu plus complexe, parce que vous avez ce que dit Marcel Gauchet, c'est que la gauche, elle aime les causes de la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, mais elle n'aime pas les conséquences de la mondialisation, c'est-à-dire les inégalités. Et donc, elle a un problème, c'est que par rapport notamment au protectionnisme, historiquement, elle est plutôt favorable, mais dans les années 80 et 90, elle a associé le libéralisme économique à une forme de libéralisme sociétal, et elle n'arrive pas à se dépêtrer de cela. Quand je dis se dépêtrer de cela, c'est de se dire, au fond, à quelle échelle agir? À quelle échelle agir? Les écolos sont favorables, par exemple, aux taxes carbone aux frontières, mais aux frontières de l'Union européenne. Et il se trouve que lorsqu'on est dans ce cadre de l'Union européenne, qui est peut-être d'ailleurs très légitime, eh bien, pour mettre tout le monde d'accord, on est obligé de degré en degré de faire des concessions et d'arriver finalement à un protectionnisme vert qui finalement contient beaucoup de trous, qui est un véritable gruyère et qui ne serait véritablement pas efficace. Mais ça justement, est-ce que c'est la crise qu'on a vécue ou qu'on vit depuis 2 ans qui a profondément changé ça, notamment pour la gauche, mais d'ailleurs ça marche aussi pour la droite, pour les Républicains, pour ceux qui étaient a priori considérés comme parmi les plus libéraux? Est-ce que ça, la Covid a finalement fait un petit peu basculer la donne, changer la donne? Sur le plan du logiciel partisan, je ne crois pas. C'est quelque chose où on a beaucoup dit qu'après Lehman Brothers, il y a eu une remise en question de la finance, du retour de l'État. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque Bruno Le Maire dit non, il n'y aura pas de fusion entre Carrefour et le groupe canadien.
Couche-Tard qui voulait l'absorber. Donc il a dit non. Déjà il y a quelques années de ça, ça aurait été difficilement pensable. Mais au fond, il n'y a pas une remise en cause fondamentale des structures. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme je l'ai dit, l'idée d'un protectionnisme social lorsque les pays ne respectent pas des conditions sociales. Il y a l'acceptation d'un protectionnisme vert, mais pas d'un protectionnisme rouge, si j'ose dire, et encore moins aux frontières des nations. Deuxièmement, vous n'avez pas une remise en cause de l'euro. Bon, aujourd'hui, contrairement à 2017, c'est la question du cadre de la souveraineté économique, alors que tout le monde parle de souveraineté économique, la question du cadre dans lequel l'exercer, est-ce que c'est la nation, est-ce que c'est l'Europe, n'a pas du tout lieu d'être. Personne ne débat de ça aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, il y a 5 ans, où Marine Le Pen se prononçait. Non, c'est ça qui est le grand paradoxe. C'est pour ça que je vais dire, tant mieux si effectivement l'industrie est considérée comme à nouveau, et notamment par Emmanuel Macron, un axe important de développement. Mais au fond, quelque part, on a presque fait, on a même reculé par rapport à il y a 5 ans, parce qu'on ne se pose toujours pas la question de dans quel cadre. Et on finit par se dire, au fond, pour relancer l'industrie dans un univers de libre-échange, il faut être compétitif. Pour être compétitif, à partir du moment où on n'a pas le levier monétaire, il faut baisser la fiscalité. Alors effectivement, il y a 5 ans, certains disaient il faut baisser le coût du travail. Maintenant, c'est terminé quand même. Bon, là, on s'est dit, il y a eu les gilets jaunes, il y a la question du pouvoir d'achat, mais on va quand même tomber sur la compétitivité par une baisse de la fiscalité. Sauf qu'on peut le défendre, la baisse de la fiscalité, et ils ont le beau jeu de le faire devant le MEDEF. Ils jouaient un peu à domicile, notamment pour la droite. Mais globalement, ça reste quand même un point aveugle. Et du côté de la gauche, pareil, on ne peut pas penser le sujet en termes structurels, c'est-à-dire dans quel cadre de souveraineté agir. On va plutôt dire il faut augmenter les salaires, ce qui est tout à fait légitime. Anne Hidalgo et Fabien Roussel veulent augmenter les salaires. Et justement, dernier point, vous en parliez effectivement, consommer plus local, réindustrialiser et en même temps augmenter les salaires, ça fait partie effectivement des propositions plutôt à gauche. Est-ce que ça veut dire aussi payer à terme, payer plus cher? Est-ce que véritablement aujourd'hui l'opinion publique est prête à ça? Et est-ce que finalement aussi les candidats à l'élection présidentielle sont conscients de cette potentielle deuxième vague? C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où vous avez, si vous considérez que demain, il y a un coût de production qui va augmenter grâce à l'augmentation des salaires, mais qu'il y aura de l'inflation et des prix peut-être un peu plus élevés, ce postulat-là, il suppose un changement radical du cadre d'exercice de l'économie libre et non faussée. Un changement radical, c'est-à-dire être plus keynésien. Keynes, c'était ce qu'on appelle un économiste circuitiste. On oublie de le dire, ça. C'est pas que de la relance par la dépense. C'est un économiste circuitiste, c'est-à-dire qu'il voyait les choses en termes de circuit. Ce circuit-là, il faut à un moment donné savoir dans quel cadre il s'exerce. Il peut s'exercer au niveau de l'Union européenne, très bien. Mais il faut que tout le monde soit d'accord et ça peut prendre des années. Il peut s'exercer au niveau de la nation. Là, c'est déjà plus compliqué. Comment on fait par rapport à l'euro? Comment on fait par rapport aussi à nos partenaires? Est-ce qu'on ne court pas le risque de relancer une sorte de guerre commerciale? Donc ce sont des sujets fondamentaux dont il faut débattre. Et je regrette que finalement on débatte quelque part des effets de la mondialisation sur les inégalités, sur la nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat, mais pas de la structure même institutionnelle de la mondialisation. Et peut-être que le moment n'est pas encore venu dans ce débat pour la présidentielle, mais en tout cas, on peut le regretter. Bon, et on suivra ça bien sûr dans les 2 derniers mois de cette campagne. Merci Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Qu'est-ce qu'on lit d'ailleurs en 10 secondes top chrono à la une de Marianne cette semaine? On va voir la couve. Alors, on se pose la question de savoir, mais qui sont les macronistes? Quels sont leurs profils sociologiques? Et on a un sujet économique qui est vraiment exclusif.
on a remarqué que dans les supermarchés, vous avez une baisse des quantités des produits, sur les lardons, sur les brioches, les produits de première nécessité, une baisse des quantités qui en fait conduit à une augmentation des prix sans le dire, parce que vous baissez de quelques grammes vos quantités de lardons, de brioches, de chips, et puis vous gardez un prix constant. Mais en vérité, vous avez quand même moins. Donc on vous trouve un peu. Ça, c'est-à-dire d'un Marianne. Bon, l'effet Macron jusque dans les lardons. Merci beaucoup, Franck Dedieu, d'être Voilà, venu avec nous. Le mot de la fin. On va le finir comme ça, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci d'être venu aujourd'hui, comme chaque semaine, sur Boursorama.